Le ministre tremblait sur la table d'opération. Ses yeux, à demi ouverts, cherchaient désespérément un visage familier dans ce brouillard d'angoisse. Les moniteurs bipaient avec une régularité glaçante, jusqu'à ce que soudain, l'un d'eux se mette à hurler. Le cœur venait de s'arrêter. Les médecins se figèrent une fraction de seconde. La procédure qu'ils avaient tentée n'avait pas fonctionné. Le protocole imposait l'arrêt immédiat. Mais dans cette salle, ce soir-là, personne n'allait suivre les règles. Le chef de l'équipe, le docteur Morel, jeta un regard à ses collègues. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à proposer était interdit depuis plus de 15 ans en France. Une technique jugée trop dangereuse, trop imprévisible. Mais il savait aussi qu'en restant dans le cadre légal, le ministre mourrait avant l'aube. Les lumières de la salle semblèrent vaciller lorsqu'il prononça ces mots. On le fait à l'ancienne. Aussitôt, 2 infirmiers verrouillèrent la porte, et le silence se fit. Le destin du ministre allait désormais dépendre d'un pari médical désespéré. Personne, en dehors de ces murs, ne devait savoir. Et pourtant, quelques heures plus tard, une rumeur commença à circuler dans les couloirs du pouvoir. Une rumeur qui, si elle était vraie, pourrait faire tomber un gouvernement entier. Ce que vous allez découvrir n'a jamais été révélé au grand public. Un acte médical classé comme interdit sur le territoire français, exécuté en pleine nuit dans un hôpital discret de Paris, pour sauver l'un des hommes les plus influents du pays. Officiellement, le ministre avait été victime d'un malaise cardiaque lors d'un dîner diplomatique. Officieusement, il s'agissait d'un effondrement total de plusieurs organes vitaux, provoqué par une cause que les autorités refusent encore de reconnaître. Cette nuit-là, la décision fut prise en quelques secondes. Enfreindre la loi médicale ou signer l'acte de décès d'un ministre dont les secrets valaient plus que sa propre vie. Le choix fut fait et il changea tout. Aujourd'hui, je vais vous raconter chaque détail. Les visages, les gestes, les murmures étouffés derrière les masques chirurgicaux, et surtout la raison pour laquelle cette technique est bannie depuis des décennies. Mais avant de plonger dans cette histoire interdite, dites-moi, de quel pays et de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Écrivez-le dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker cette vidéo si vous voulez plus de récits médicaux que l'on n'ose pas raconter. Ce que vous allez entendre pourrait bien vous empêcher de dormir cette nuit. Chapitre 1. Le silence. Avant la tempête. La salle d'opération n'était plus qu'un îlot de lumière au milieu d'un océan d'ombre. Au dehors, derrière les vitres opaques, la nuit parisienne étouffait la ville sous un voile épais. À l'intérieur, chaque mouvement était précis, chaque respiration mesurée. Mais sous cette apparente maîtrise, une tension invisible écrasait l'air. Le ministre gisait immobile, tandis que les moniteurs scandaient la lente agonie de son corps. Le docteur Morel, chef de service en chirurgie cardiaque, sentait la sueur glisser le long de sa nuque, malgré la fraîcheur glaciale de la pièce. Ce n'était pas un patient comme les autres. Il le savait depuis qu'on lui avait glissé à l'oreille en pleine réunion. Opération classée confidentielle défense. Aucun contact extérieur, pas de rapport écrit. Sur le côté, une infirmière préparait les instruments. Ses mains tremblaient légèrement, et pas seulement à cause du stress. Elle connaissait la rumeur. Elle savait que si le ministre ne survivait pas, ce ne serait pas seulement la fin d'une carrière, mais peut-être aussi le début d'un scandale capable de faire trembler l'État. Le cœur du ministre battait encore, mais faiblement. Les dernières minutes de la procédure conventionnelle n'avaient donné aucun résultat satisfaisant. Le protocole officiel imposait l'arrêt, la déclaration et le transfert du corps, mais Morel ne bougea pas. Il regarda le visage pâle, presque cireux, de cet homme dont la signature avait façonné des lois, signé des traités et ordonné des destins. À cet instant, il comprit que la médecine ne suffisait plus, que si cet homme devait vivre, il faudrait franchir la ligne rouge. Et cette ligne rouge portait un nom. La réanimation hypothermique inversée, une technique bannie en France après la mort de plusieurs patients dans les années 90. Officiellement, elle n'existait plus. Officieusement, Morel en connaissait chaque étape. « Fermez la porte !» ordonna-t-il d'une voix basse. 2 infirmiers obéirent immédiatement, verrouillant la salle.
Les gestes étaient rapides, mécaniques, comme s'ils avaient attendu cet ordre. Une odeur métallique et glaciale se mêla à celle des désinfectants, tandis qu'un chariot spécial était discrètement roulé près de la table. La technique consistait à refroidir brutalement le corps à un niveau critique, presque incompatible avec la vie, afin de stopper toute activité métabolique et permettre une intervention chirurgicale extrême. Dans cet état, le cerveau et le cœur pouvaient attendre, mais seulement quelques minutes avant que l'irréversible ne survienne. C'était un pari avec la mort, et la mort ne perdait presque jamais. Le ministre, inconscient, sembla frissonner, alors que les premières poches glacées furent appliquées contre sa poitrine et ses jambes. Morel surveillait les écrans, température corporelle en chute, rythme cardiaque ralentissant, pression artérielle plongeant dangereusement. Chaque bip du moniteur résonnait comme un compte à rebours. Dans un silence lourd, Morel saisit un instrument que même les internes les plus curieux n'avaient jamais vu. Une pince fine, presque archaïque, mais essentielle à la procédure. Ses mains ne tremblaient pas. Il savait que dans moins de 8 minutes, tout serait joué. Soit il ramènerait le ministre, soit il signerait sa condamnation. Alors que la température descendait à un seuil critique, le silence fut brisé par un son sec, presque imperceptible. Le dernier battement de cœur du ministre. Le moniteur passa au ton continu, ce son que tout chirurgien redoute. Mais Morel ne paniqua pas. Au contraire, ses lèvres esquissèrent un murmure. Maintenant, on commence vraiment. Chapitre 2, le pacte tacite. La température corporelle du ministre était désormais inférieure à ce qu'un être humain pouvait tolérer sans dommage permanent. Dans l'air, l'odeur de froid humide se mêlait au relent de désinfectant, donnant à la salle une atmosphère presque irréelle. Les moniteurs affichaient des chiffres qui auraient signé la fin pour n'importe quel autre patient. Mais ici, personne ne parlait de fin. Ici, on repoussait les lois de la biologie. Le docteur Morel fit un signe à l'anesthésiste, un homme aux yeux d'acier, habitué à suivre les ordres sans poser de questions. Leur regard se croisa une fraction de seconde. Il n'y eut pas un mot, mais tout fut dit. Ce qu'ils allaient entreprendre n'était pas seulement illégal, c'était une alliance silencieuse contre tout ce que la médecine officielle dictait. Les deux infirmières se déplacèrent comme des ombres, changeant les poches glacées, ajustant les cathéters, vérifiant la perfusion de solutions enrichies en électrolytes rares. Chacune connaissait sa tâche par cœur. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait Morel agir hors des protocoles. Mais jamais auparavant il ne l'avait fait pour un patient d'une telle importance politique. Le bistouri laser fut activé, émettant un sifflement à peine audible. Morel entama une incision verticale au niveau du sternum, exposant le cœur immobile. Dans la lumière crue des projecteurs, l'organe semblait presque sculpté dans de la cire. Aucune pulsation, aucun signe de vie. Juste un silence lourd qui s'accrochait au mur comme une menace. Les assistants maintenaient le champ opératoire stérile, mais leurs yeux ne pouvaient s'empêcher de se lever vers l'écran de surveillance. Chaque seconde passée augmentait le risque que le cerveau du ministre soit irrémédiablement endommagé. 3 minutes. C'était la limite que Morel s'était fixée pour la phase critique. Après cela, plus rien ne garantirait qu'il reviendrait intact. « Préparez la sonde cryogénique », dit Morel d'une voix ferme. Un outil long et fin fut placé entre ses mains gantées. Cet instrument, interdit en France depuis 2004, avait été récupéré en secret d'un ancien laboratoire militaire. Son usage officiel, refroidir les tissus pour certaines expériences biologiques extrêmes. Son usage officieux ce soir, suspendre la mort. La sonde fut insérée directement dans l'aorte. Un souffle glacé se répandit dans le système circulatoire, provoquant un blanchiment soudain de la peau du ministre. La tension artérielle, déjà au plus bas, disparut complètement de l'écran. Dans un autre contexte, cela aurait signifié l'échec total. Ici, c'était le point de non-retour, le moment où la procédure interdite prenait le relais. Le docteur Morel travaillait vite, chaque geste calculé.
Il ne pensait pas à la salle, ni aux lois qu'il violait, ni aux conséquences politiques. Il ne voyait que l'organe qu'il devait réparer avant que la glace ne détruise ce qu'il tentait de sauver. Les sutures étaient délicates, presque invisibles à l'œil nu, mais chacune était un fil tendu entre la vie et la mort. À l'extérieur, quelque part dans les couloirs sombres de l'hôpital, des pas résonnaient. Peut-être un garde du corps, peut-être un membre du gouvernement impatient d'avoir des nouvelles. Mais ici, personne ne répondit. La porte restait close, et à l'intérieur, ils poursuivaient leur travail comme si le temps lui-même avait cessé d'exister. Enfin, Morel retira la sonde. Le cœur du ministre était prêt à être réchauffé, réanimé, mais il le savait. La phase suivante serait la plus dangereuse, car ramener un cœur gelé à la vie, c'était comme réveiller un animal sauvage. On ne savait jamais s'il allait battre ou exploser. Chapitre 3. Le cœur de glace. La condensation perlait sur les projecteurs, comme si la salle elle-même transpirait la peur. Le cœur, pâle et immobile, ressemblait à une pièce archéologique dégagée d'un étau de givre. Morel vérifia l'intégrité des sutures avec une minutie religieuse. Le moindre défaut, la moindre faiblesse, transformerait le réveil en catastrophe. Autour de lui, le cercle de visages masqués retenait son souffle. Chauffage progressif. 1 degré toutes les 2 minutes, ordonna-t-il. L'anesthésiste ajusta la perfusion tiède, enrichie d'un cocktail d'électrolytes et d'agents protecteurs neuronaux. Les chiffres s'insinuèrent lentement vers des valeurs compatibles avec la vie. Compatibles, mais pas encore salvatrices. Au-delà d'une frontière invisible, le cerveau du ministre attendait, suspendu entre sommeil et cendre. Une première secousse traversa la cage thoracique. Pas un battement, mais un spasme. Le genre d'écho musculaire qui trompe les novices. Personne ne parla. Morel fixa l'ECG, une ligne qui hésitait entre le mutisme et un balbutiement électrique. « Pas maintenant », souffla-t-il, comme si le cœur pouvait l'entendre et obéir. Dans la poche de sa mémoire, un souvenir revint le mordre. Un patient 20 ans plus tôt, un adolescent. Même procédure, même froid, même silence avant le déraillement. L'arythmie avait jailli comme une bête, dévorant toute chance de retour. Ce soir, il ne répéterait pas l'erreur. Il avait appris à dompter la bête en lui murmurant au lieu de la frapper. Les infirmières échangèrent un regard fugace. Elles aussi se souvenaient de ce cas. L'hôpital n'en parlait plus, mais le fantôme de cette nuit vivait dans les couloirs, accroché aux poignées des portes coupe-feu. Le ministre, lui, n'avait pas d'histoire ici. On la forgeait en direct, au scalpel et au froid. La température atteignit un palier critique. « Stabilisé », dit Morel. Une pause calculée, un palier pour laisser les tissus comprendre qu'il n'était pas mort. L'ECG grelottait d'ondes sans rythme, comme une langue étrangère. L'anesthésiste rapprocha le défibrillateur. « Pas encore », trancha Morel, les yeux sur le muscle blafard. Ils commencèrent la stimulation ventriculaire à bas voltage, souffle après souffle, pour réveiller l'architecture électrique sans l'effrayer. À chaque impulsion, le thorax vibrait d'un frisson bref. Rien. Puis, une onde P timide, presque honteuse, se glissa sur l'écran. « On y est », murmura l'anesthésiste, mais Morel ne sourcilla pas. C'est alors que la ligne s'enflamma d'irrégularité, ondes courtes, dents cassées, chaos naissant, torsade de pointe. La salle bascula. Magnésium, maintenant. La seringue piqua la veine comme une note de violon dans un chant funèbre. Les torsades hésitèrent, tanguèrent, puis s'aplanirent en un désert battu par un vent électronique. Charge à 120, dit Morel, posant les palettes. La peau glacée du ministre crépita sous la gelée conductrice. À 3, 1, 2, 3. Le choc claqua comme un coup de tonnerre. L'écran s'illumina d'une sarabande avant de retomber. Et enfin, une sinusoïde modeste apparut. Encore, décida-t-il. Un second choc plus doux comme un rappel. Le rythme se posa, lent, fragile, mais vivant. Personne n'applaudit. Dans cette salle, la joie n'existait pas. Seule la marche suivante comptait. Morel relâcha les palettes, recula d'un pas et écouta. À travers le bourdonnement des machines, il crut entendre ce qu'il attendait depuis toujours, un battement, puis un autre, pris dans un souffle hésitant.
la vie qui grattait à la porte. Chapitre 4. Les ombres. Derrière la porte. On frappa, discret mais pressant, 3 coups, espacés avec la minutie d'un code. Le garde du corps voulait entrer. Morel ne leva pas les yeux. « Personne n'entre, dit-il. » Et l'infirmière la plus jeune se posta devant la poignée, gardienne imprévue d'un secret qui, dehors, se chuchotait déjà. Dans le couloir, des pas s'arrêtèrent. 2 silhouettes se découpaient derrière le verre dépoli. Un conseiller politique et un homme en costume trop sombre pour être médecin. Le monde extérieur cognait à la porte avec ses exigences. Ici, on n'obéissait qu'au temps biologique, capricieux, méfiant, intraitable. Le ministre, encore gelé au-dedans, commença à rosir par endroits. La perfusion tiède, la ventilation réglée au souffle, les agents anti-ischémiques, tout formait une litanie de gestes précis. Réchauffement par palier, répéta Morel, comme une prière. L'anesthésiste obtempéra, les yeux noirs fixés sur une pression artérielle qui dansait sur une corde lâche. Le conseiller politique finit par parler à travers la porte. « Docteur, l'État réclame un bulletin. » Le mot « État » heurta la salle comme une plaque de métal. Morel se pencha sur le thorax. « L'État aura un bulletin quand l'homme aura un avenir. » Sa voix était calme, mais sa nuque brûlait d'une colère froide. Un saignement capricieux perla au bord d'une suture. Rien d'alarmant, mais assez pour rappeler que la glace laissait des factures. Une pince, un fil, un nœud, un souffle. La saignée cessa. Le rythme sinusal, fragile, refusait pourtant de prendre de l'ampleur. Le cœur battait comme un animal blessé dans un piège. Il fallait l'apprivoiser, pas le forcer. Microdose d'inotrope, dit Morel. La seringue entra en scène, discrète, presque timide. Le tracé se hissa d'un demi-millimètre, puis d'un autre. Pas un triomphe, un compromis. Les compromis, songea-t-il, c'étaient les seuls pactes que la mort acceptait de signer. Derrière le verre, les silhouettes changèrent. L'homme au costume sombre avait été remplacé par une femme, tailleur anthracite, posture de procureur. Elle consultait son téléphone, envoyait des messages, organisait l'après-vie ou l'après-mort. Ici, personne n'organisait rien. On attendait un signe et on obéissait à ce signe. Le moniteur de saturation grésilla. Les poumons du ministre résistaient au réchauffement comme s'il se souvenait encore de la nuit glacée. « Ajustez la pipe !» lança l'anesthésiste. Le thorax se souleva mieux, plus souplement. Une courbe plus généreuse s'inscrivit à l'écran. Dans la salle, des épaules se relâchèrent d'1 millimètre. « On tient !» dit Morel. Ces 2 mots dans sa bouche étaient une déclaration de guerre à l'effondrement. Il jeta un coup d'œil vers la porte close. 50 minutes sans interruption. En droit, c'était une éternité. En biologie, c'était une miette ravaudée. Il fallait encore traverser l'aube. Avant de quitter la table pour un tour d'horizon, il posa la main, un geste bref presque clandestin, sur l'épaule inerte du ministre. « Revenez », pensa-t-il sans un son. Au même instant, les silhouettes derrière le verre s'effacèrent. La nuit, dehors, déplaça son poids. Dedans, un battement hésita, puis insista. Chapitre 5. L'équilibre sur le fil. La nuit se repliait lentement derrière les vitres opaques, mais dans la salle d'opération, l'aube n'apportait aucune douceur. Les lampes projetaient un jour artificiel, trop blanc pour apaiser, trop tranchant pour mentir. Le ministre respirait sous assistance, chaque inspiration comme une visite surveillée au territoire des vivants. Le cœur battait, oui, mais sur un fil tendu, que le moindre souffle pouvait rompre. « Palier suivant », dit Morel. Sa voix était posée, mais son regard décelait des calculs à ciel ouvert. La température centrale se rapprochait du seuil de sécurité. Or, la sécurité n'était qu'un chiffre dans un monde d'incertitude. L'anesthésiste hocha la tête et augmenta imperceptiblement le réchauffement. La courbe de saturation se fit plus souple, puis tituba, comme si elle regrettait sa propre confiance. La plus jeune infirmière, celle qui gardait la porte, réajusta sa position. Elle sentait la responsabilité lui mordre les jambes. Derrière elle, le couloir portait les murmures de ceux qui voulaient entrer. Conseillers, juristes, messagers. Ici, on n'ouvrait pas. Ici, on négociait avec des fantômes. L'hypoxie, la fibrillation, l'embolie. Et ces fantômes n'avaient pas d'attaché-case.
Un clignement rouge apparut au moniteur de pression. « Vasoplégie », nota l'anesthésiste. Morel, déjà penché, ajusta la perfusion de vasopresseur. Pas trop, jamais trop. La vasoconstriction pouvait sauver les chiffres et assassiner les organes. « Micropas », souffla-t-il. La pression remonta d'un rien, juste assez pour rappeler au corps qu'il n'était pas encore un décor. Le saignement reprit autre part, perlant comme une confession. La glace laissait des défauts invisibles que la chaleur révélait avec une cruauté méthodique. Pince, fil, nœud, compression. Les gants de Morel s'imprégnèrent d'une teinte sombre et calme. « Aspirez », dit-il. La canule siffla doucement, ramenant un ordre précaire. Le conseiller politique frappa de nouveau. « Docteur, la presse appelle !» Un rire bref et sans joie courut sous le masque de Morel. « Dites à la presse que le cœur préfère la discrétion. » La réplique, froide, s'écrasa contre la porte. La politique voulait des phrases. La biologie exigeait des secondes. Ici, on payait en secondes. « Épreuve neurologique à l'EEG dans 10 minutes, proposa l'anesthésiste. Morel hocha la tête, alors même qu'un nœud lui serrait la gorge. Ramener un cœur était une chose. Ramener un esprit en était une autre. Que reviendrait-il si quelque chose revenait? Un homme? Un vide habité? Un pouvoir sans visage? Le tracé cardiaque se stabilisa un peu plus. Une cadence modeste, régulière, comme un vieux métronome réappris. Morel ne sourit pas. Il savait la ruse des courbes. Elle feigne la discipline pour mieux préparer l'orage. Il ordonna une titration des agents inotropes, effaçant la tentation du triomphe. La salle respira 1 millimètre à la fois. À cet instant, un détail infime changea tout. La peau du ministre reprit une nuance vivante, presque humaine. Pas la roseur naïve des salles d'enseignement, non. Une teinte prudente, travaillée par la nuit. Le bruit des machines forma soudain une musique presque cohérente. Dans la poitrine de chacun, un espoir honteux osa lever la tête. « On passe le fil », conclut Morel, se redressant. Ce mot « fil » avait 2 sens ce matin. Le fil des sutures et le fil de la falaise. Il marchait dessus depuis des heures, pieds nus, les yeux ouverts. Et tant que personne ne regarderait en bas, il pourrait continuer. Chapitre 6. L'orage électrique. Ils lancèrent l'EEG au moment précis où la lumière du jour, timide, effleurait les bords du vitrage. Les électrodes posées sur le cuir chevelu rasé dessinèrent une constellation discrète. La feuille électronique prit vie, traçant de fines montagnes. Réactivité faible, mais présente, murmura l'anesthésiste. Une phrase comme un filigrane. Il y avait quelque chose derrière la vitre. Reste à savoir quoi. Le conseiller revint à la charge. On exige un point à 8 heures. Morel fixa l'écran. 8 heures. Combien de minutes biologiques cela faisait-il? Informer que l'intervention est en cours et que toute interruption mettrait en danger la survie du patient, répondit-il. La phrase sonnait juridique, mais c'était la vérité nue. Le réel n'aimait pas qu'on frappe aux portes pendant qu'on rallume des cœurs. Le cœur, justement, choisit cet instant pour trahir sa docilité. Une salve d'extrasystole fendit le tracé. Bénignes au début, elles gagnèrent en fréquence, hérissant le rythme comme un chant de ronces. Augmenter le magnésium, préparer l'amiodarone en réserve, dit Morel sans hausser la voix. Le calme était son instrument le plus affûté. Une infirmière annonça une baisse imprévue de la saturation. L'auscultation révéla des crépitants. L'œdème menaçait ce monstre couché à la frontière des poumons réchauffés trop vite. PIP +2. Diurétique en microbolus, ordonna l'anesthésiste. Le thorax docile se souleva avec plus d'aisance, mais la pente restait glissante. Les extrasystoles se mirent soudain à danser en cercle, se tenant par la main, tournoyant vers un précipice connu, tachycardie ventriculaire. Le tracé s'allongea, se durcit, menaça de devenir une lame. « Préparez les palettes », dit Morel. « Pas maintenant, on tente la capture par stimulation. » Ils plantèrent une sonde épicardique provisoire, petite aiguille d'espoir dans un orage. La stimulation débuta à bas voltage. 1, 2, 3 impulsions. Le cœur répondit, puis s'échappa comme un animal paniqué. La tachycardie se fit soutenue, obstinée. Le temps s'accéléra, tout en restant immobile.
Morel sentit l'odeur subtile de l'ozone médical, signe que l'électricité se préparait à parler plus fort. « Charge à 150, synchronisé », ordonna-t-il. Les mains se posèrent sur la gelée conductrice. « Attention ! Choc !» Le claquement eut la netteté d'un coup de fouet. Le corps se souleva d'1 centimètre, retomba comme une barque après la vague. L'écran hésita, griffonna une confusion, puis sinusal. Lent, épuisé, mais sinusal. Un frisson de soulagement traversa la salle, vite réprimé. L'EEG, lui, demeurait avare. Pas de catastrophe franche, pas de promesse éclatante, un entre-deux qui jurait fidélité à rien. On garde la sédation légère, décida Morel. Le cerveau a besoin de silence. Il aurait voulu ajouter, et nous aussi, mais le silence était un luxe qu'on offre aux autres. La porte vibra d'une nouvelle injonction, plus sèche, plus officielle. L'avocate de l'hôpital voulait régulariser la procédure. Un mot absurde dans cette salle clandestine. Morel ne répondit pas. Il regarda son patient, la carte fragile de ses veines, les sutures qui tenaient comme des ponts de cordes dans un vent de montagne. « Nous irons jusqu'au bout », se promit-il. Pas par bravoure, par cohérence. Quand l'orage retomba, il ne laissa pas de ciel bleu, seulement un ciel possible. Les machines ralentirent leur chant. Le cœur sembla écouter, puis battre un peu mieux, comme si la foudre lui avait rappelé la grammaire. Morel retira ses gants, en enfila d'autres, et s'approcha encore. L'aube avait fini d'entrer. Le jour, désormais, devait choisir son camp. Chapitre 7. Le mur de verre. Le silence de la salle était coupé par le bip régulier du moniteur, fragile comme une chandelle dans le vent. Mais derrière le verre dépoli, l'agitation grandissait. Des silhouettes allaient et venaient, des voix montaient, étouffées par la paroi. Morel savait que le temps médical et le temps politique ne partageaient pas la même horloge, et que la leur s'entrechoquait dangereusement. La femme en tailleur anthracite revint, accompagnée d'un homme plus âgé, lunettes fines, attachées cases noires. Leur posture ne laissait aucun doute. Ils n'étaient pas là pour se rassurer. Ils voulaient des réponses, et si possible, des coupables. L'infirmière qui gardait la porte sentit ses doigts se raidir sur la poignée. À l'intérieur, Morel penchait toujours sur le ministre. Le CG était stable mais bas, comme un fil tendu au ras du sol. « Palier final du réchauffement », dit-il. L'anesthésiste lança la perfusion tiède. La température centrale atteignait enfin le seuil normal. Mais dans ce retour à la norme se cachait un piège. Le réveil pouvait faire exploser ce qui tenait à peine. Un signal discret de l'EEG attira son attention. Une pointe fugace, comme une étincelle dans la nuit. Le cerveau répondait, lentement, timidement. Mais il répondait. Morel ressentit la tentation de hâter le processus, de montrer à la porte close que l'homme revenait. Il se retint. L'impatience tue plus sûrement que la maladie. Un bruit sec retentit. La poignée bougea. « Ouvrez ou nous forcerons l'entrée !» lança une voix grave. L'infirmière jeta un regard rapide à Morel. Il hocha la tête, presque imperceptible. « Encore 10 minutes !» dit-il, sachant que ce n'était pas une demande, mais un ordre, à la mort elle-même. La respiration assistée fut réduite d'un cran. Le ministre inspira faiblement par lui-même, comme s'il goûtait l'air après un long hiver. Les moniteurs réagirent aussitôt. Légère hausse de la saturation, rythme cardiaque plus ferme. Le corps reprenait ses droits, mais son esprit restait un territoire interdit. Le conseiller politique frappa une dernière fois, puis s'éloigna. La tension derrière la porte recula, mais pas assez pour disparaître. Morel sentit que le plus grand danger n'était plus médical. C'était l'instant où les murs cesseraient de les protéger. « Préparez le protocole de sortie de sédation », dit-il à voix basse. L'anesthésiste ajusta les doses. Chaque millilitre pesait comme une pièce d'or. Le ministre remua imperceptiblement la main droite. Une contraction réflexe ou un message? Personne ne posa la question à haute voix. Le bip régulier se fit plus clair. Le sang circulait mieux. La peau se réchauffait. Pourtant, une ombre restait dans la pièce. La conscience, elle, n'était pas encore revenue. Et il fallait qu'elle revienne, avant que la politique ne décide que ce corps ne valait plus la peine d'être gardé en vie. Quand Morel leva les yeux vers le verre dépoli, il croisa le regard de la femme en tailleur. Elle ne souriait pas.
Ce n'était pas de l'hostilité, ni de la curiosité. C'était autre chose, la certitude qu'ils allaient devoir payer un prix, quel que soit le résultat. Chapitre 8. L'ultimatum. Il était 7h48 quand le téléphone interne sonna. L'infirmière décrocha, écouta, puis tourna les yeux vers Morel. Ils veulent un verdict maintenant. Le mot verdict glaça la salle plus sûrement que la cryogénie. Le chirurgien reposa ses instruments, essuya ses gants et s'approcha du patient. Le ministre respirait seul depuis 3 minutes, mais faiblement. Ses paupières frémissaient à intervalles irréguliers. Morel savait que c'était le signe d'un possible réveil ou d'une agitation purement neurochimique. Dans ce jeu, les apparences étaient traîtres. « On ouvre la sédation complètement », dit-il. L'anesthésiste exécuta l'ordre, les yeux fixés sur l'EEG. Les lignes se mirent à danser hésitantes. Le ministre grogna faiblement. Derrière le verre, les silhouettes s'arrêtèrent net. Il savait que quelque chose venait de se passer. La femme en tailleur entra enfin, suivie de 2 hommes. Personne ne protesta. Morel comprit que le moment du secret était terminé. « Est-il vivant ?» demanda-t-elle. Il répondit simplement « Oui, mais ce n'est pas tout. » Et il se tourna vers le patient, attendant un signe. Les yeux du ministre s'ouvrirent à moitié. Ses lèvres bougèrent. Un mot s'échappa, incomplet mais reconnaissable. Un nom. Ce n'était pas celui de sa femme, ni celui d'un collègue. C'était un nom politique, lourd de conséquences. La femme en tailleur échangea un regard rapide avec ses accompagnateurs. Le rythme cardiaque accéléra légèrement. L'anesthésiste voulut intervenir, mais Morel leva la main. « Laissez-le parler ». Le ministre articula une seconde fois, plus clair, et ce qui sortit fit blêmir la femme. Un secret ou peut-être une accusation. Dans tous les cas, une bombe. Elle se pencha vers Morel. « Vous comprenez que rien de ce qui s'est passé ici ne devra être consigné. » Sa voix était douce, mais chaque syllabe pesait comme un verdict. Morel ne répondit pas. Son métier était de sauver des vies, pas de signer des traités d'oubli. Le ministre retomba dans une demi-conscience. Les machines reprirent leur chant régulier. La femme en tailleur se redressa, ordonna aux hommes de la suivre et quitta la pièce. Mais son regard à la porte signifiait qu'elle reviendrait et qu'elle attendrait une obéissance totale. Morel soupira. Il avait franchi toutes les limites médicales pour ramener cet homme, mais il savait que désormais, le plus grand danger ne serait plus dans son cœur, mais dans les couloirs du pouvoir. Et tandis que la porte se refermait, il comprit que l'opération n'était pas vraiment terminée. Elle venait juste de changer de champ opératoire, du corps à la vérité. Chapitre 9. Le prix du retour. Le jour s'était installé sur l'hôpital comme une vérité dont personne ne voulait. La lumière, implacable, traversait le verre dépoli et découpait des rectangles pâles sur le sol. Le ministre respirait seul depuis 40 minutes, guidé par un oxygène parcimonieux. Morel avait l'impression d'écouter un orchestre sans chef. Chaque instrument jouait, mais la symphonie tenait par miracle. L'EEG montrait des signes de réactivité plus nets, des réponses à la douleur, une grimace, une tentative de mot. La conscience, capricieuse, revenait par fragments, comme une île sortant lentement d'une marée grise. « On garde le cap », souffla l'anesthésiste. Les chiffres n'étaient pas beaux, mais ils racontaient une histoire encore écrivable. La porte s'ouvrit sur la femme en tailleur, seule cette fois. Son visage était calme, trop calme. « Nous allons organiser le transfert discret vers une unité sécurisée », dit-elle. Morel comprit. On voulait effacer la salle, dissoudre les gestes, réduire la nuit entière à une note administrative. Le chirurgien se tourna vers le patient. « Pas avant 90 minutes, répondit-il. Le ministre remua les doigts. Ses yeux cherchèrent un point fixe, puis s'arrêtèrent sur la voix de Morel, comme si ce timbre contenait une corde à laquelle s'agripper. Il essaya de parler. Aucun son ne sortit, mais son regard changea de densité. L'homme derrière l'organe revenait, et avec lui, tout ce que la veille voulait enterrer. Un clignotement brusque sur le moniteur de pression. Chut! La vasoplégie revenait, sournoise, comme un rappel de facture. « Noradré !» lança l'anesthésiste. « Pas trop !» rectifia Morel. Diluer la catastrophe, l'empêcher de coaguler. La perfusion goûta dans la veine avec la lenteur d'un sablier. Le tracé remonta d'un rien, assez pour repousser la falaise.
La femme en tailleur s'approcha. « Docteur, vous avez dépassé les protocoles. Il faudra cadrer le récit. » Cadrer le récit. La formule tomba dans la gorge de Morel comme un noyau d'olive. Il regarda ses sutures, ses fils, la peau qu'il avait refermée. Son récit, à lui, tenait au millimètre, au souffle, au battement. Le reste n'était que bruit. Le ministre produisit un râle intelligible. Un nom, encore, le même. La femme blanchit à peine, mais ses yeux se durcirent. « Vous comprenez qu'il n'est pas en état de déclarer quoi que ce soit ?» affirma-t-elle. « Il est en état de vivre, » répondit Morel. Il n'ajouta pas, et c'est déjà trop pour certains. Mais le silence s'en chargea. Une lueur de douleur plissa le visage du patient. Le cœur ralentit, hésita, repartit. Les sutures tenaient, mais la physiologie testait chaque point. Douleur contrôlée, sédation minimale, dit l'anesthésiste. Qu'il sente le monde, ajouta Morel. Un vivant doit sentir. Même si le monde ce matin n'offrait que des arêtes. La femme se redressa. L'ambulance sécurisée arrive dans 40 minutes. Morel acquiesça sans promettre. Dans son crâne, une règle simple couvrait les autres. Ne pas livrer un cœur encore fragile à une route pleine de secousses. Il effleura l'épaule du ministre. « Tenez » murmura-t-il, et l'espace d'un instant, il crut que l'homme lui répondait en serrant la mâchoire. Quand elle quitta la salle, le froid revint, non pas celui de la cryogénie, mais celui des décisions qu'on ne peut déléguer. Morel vérifia encore une fois ses nœuds, les drains, l'équilibre acido-basique. Le prix du retour n'était pas payé. Il restait des intérêts, et la banque du vivant ne faisait pas de remise. Chapitre 10. L'heure des nœuds. À 9h12, le ministre ouvrit les yeux pour de bon. Cette fois, le regard accrocha le plafond, puis glissa vers les silhouettes. Il ne reconnut pas Morel, ni l'anesthésiste ni l'infirmière, mais il reconnut la lumière, celle qu'on voit après un naufrage, quand la tête ressort de l'eau. Sa bouche remua, aucun mot. Le cœur, en revanche, dit oui, avec une régularité humble. Le téléphone interne vibra. Ambulance prête, autorisation signée, annonça une voix neutre. Morel contempla l'écran. La pression se tenait. La saturation acceptait la réalité. La lactatémie s'assouplissait. Sur le papier, le transfert devenait possible. Dans ses tripes, un doute obstiné survivait. 15 minutes encore, décida-t-il. La femme en tailleur réapparut, flanquée de 2 agents. Nous partons maintenant. Elle ne haussa pas le ton. Elle cadenassa les options. Morel pensa aux mains qui avaient travaillé, à la sonde dans l'aorte, au froid injecté, au choc, au millimètre gagné. Il pensa aux noms prononcés sur ce lit et à ce qu'on voulait emporter avec le corps, la version. Le moniteur bipait une cadence presque humaine. C'était le moment où l'orgueil murmure « tu as gagné ». Morel s'en méfia. L'orgueil est une arythmie morale. Préparer le transfert, dit-il tout de même, car refuser maintenant, c'était condamner le patient à une autre guerre, celle qui ne se livre pas en salle stérile. Ils fixèrent le ventilateur de transport, sécurisèrent des lignes, ajoutèrent une perfusion d'appoint. L'infirmière, la plus jeune, glissa sous le drap une petite carte plastifiée. Les paramètres cibles, les doses, les seuils. Une boussole. Dans le couloir, les pas s'alignaient déjà comme une escorte funèbre qui espère un miracle pour changer de nom. Au moment de pousser la civière, l'ECG boita. Une pause infime, puis une autre. « Bloc ?» balbutia l'anesthésiste. Morel tendit l'oreille à l'inaudible. Ce n'était pas un bloc. C'était un rappel du froid, une cicatrice électrique qui demandait respect. « Isoprénaline microdosée » trancha-t-il. Le rythme trottina de nouveau, contrarié, mais docile. Ils franchirent enfin la porte. Dehors, le couloir avala la petite procession. 2 agents, la femme en tailleur, l'infirmière, Morel, l'anesthésiste. Les néons faisaient des mares blanches sur le linoléum. Le ministre cligna des yeux, comme si chaque lampe était une question. Au tournant, une caméra de surveillance cligna aussi, sans émotion. Dans l'ascenseur, la femme rompit le silence. Ce qui s'est passé ici n'aura pas de suite. Officielle. Morel répondit sans la regarder. Ce qui s'est passé ici s'appelle sauver une vie. Elle eut un mince sourire. Alors, sauver aussi sa carrière. Les portes s'ouvrirent. Le monde entra avec l'odeur des freins. Le transfert jusqu'à l'ambulance fut bref mais interminable.
Chaque seuil, chaque joint du sol, chaque changement d'air risquait de rompre le fil. À l'intérieur du véhicule, le ministre ferma les yeux comme on signe un accord tacite. « Je vais tenir ». Morel eut l'impulsion de monter. Il n'en eut pas l'autorisation. La femme le remercia d'un hochement qui n'était ni gratitude ni adieu. Quand les gyrophares s'allumèrent à sans sirène, la salle d'opération derrière devint soudain très loin. Morel resta sur le trottoir, ganté, masqué, couvert de l'odeur métallique d'une guerre gagnée au conditionnel. Il comprit que l'histoire, dehors, serait écrite par d'autres mains. Mais il savait, avec une certitude qui ne demandait ni micro ni communiqué, que cette nuit avait repoussé une frontière, et que certains prix se payent en silence. On dira que c'était une anomalie, un dérapage contrôlé, une faute utile. On dira beaucoup, parce qu'il faut bien dire quelque chose quand l'innommable frôle l'admirable. Mais ceux qui étaient là savent. Ils ont vu un cœur s'arrêter, puis repartir à l'aide d'une technique bannie, effacer des manuels, mais pas de la mémoire de ceux qui refusent que la mort tienne la plume. Le ministre vivra, nous l'avons dit. Vivra-t-il comme avant? Les EEG, les bilans, les nuits blanches répondront à leur rythme. Pour l'instant, il y a un silence épais où résonne un nom prononcé entre deux rives, un nom que les couloirs du pouvoir voudront dissoudre. La médecine a son secret. La politique a son prix. Entre les deux, il reste une table d'acier et des fils noués par des mains qui ont choisi d'obéir à la vie plutôt qu'aux phrases. Si vous écoutez cette histoire de quelques villes, de quelques pays que ce soit, retenez ceci. Il existe des lignes qu'on dessine pour se rassurer et des lignes qu'on trace pour sauver. Les premières s'effacent sur du papier. Les secondes s'inscrivent dans la chair. Cette nuit-là, en France, on a écrit dans la chair, et personne n'a le droit de prétendre qu'il n'a rien lu.